Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage. Pour commencer ce programme du soir, et c'est avec notre éditorialiste Mamadi Diouf. Bonsoir Mamadi Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de la Guinée et des grands enseignements à tirer du procès des massacres de 2009. Il faut dire que ce procès a livré son verdict ce 31 juillet en Guinée avec plusieurs condamnations qui ont été annoncées, entre autres condamnations. La perpétuité a été retenue contre Claude Pivy, perpétuité assortie d'une période de sûreté de 25 ans pour Claude Pivy, 20 ans de prison pour Moussa Dadis Camara, qui a été le président de la transition de 2008 à 2009 à l'époque, 18 ans pour Marcel Guilavogui, 15 ans pour Blaise Goumou, 10 ans pour Paul Mansa Guilavogui et Tchoumba Diakité, d'autres condamnations, mais on va prendre ces principales condamnations là dans ce procès. Alors, quel regard portez-vous principalement sur la condamnation de ces accusés qui ont, tout au long de ce procès, chacun livré sa version des faits? Moi, je crois que la première chose à faire, c'est de se féliciter du fait qu'il y a eu procès et il y a eu procès en Guinée. Puisque souvent, dans ce genre de situation, on assiste soit à l'absence d'un procès, ce à quoi on a failli assister en Guinée, parce que, vous le disiez tout à l'heure, les massacres datent quand même de 2009. Ça fait fort longtemps. Donc, on était sur ce risque de ne pas voir un procès. Donc, le fait qu'il y ait eu un procès, c'est déjà une très bonne chose. Le fait que le procès ait eu lieu en Guinée également, c'est une très bonne chose. Rappelons que pour le cas du Tchad, c'est à Dakar que Hissène Habré a été jugé, et sur d'autres cas, c'est ailleurs que des personnes ont été jugées. Donc, il y a de quoi féliciter les autorités de la Guinée sur ce plan-là. Doumbouya a respecté la promesse qui avait été faite en organisant un procès en bonne et due forme. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer par rapport au procès, c'est le fait qu'on ait rendu public le procès. C'est-à-dire permettre aux gens, puisque tout le monde se posait des questions par rapport à ce massacre qui est véritablement quelque chose d'innommable, tout le monde s'était posé des questions. Comment faire pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais la meilleure façon, c'était que le procès soit ouvert. On n'est pas allé dans un huis clos où après tout le monde peut contester. On a vu un procès où Tchoumba Diakité, Dadis Camara, puisque c'était les deux vedettes au niveau de ce procès, chacun a eu le temps de s'exprimer, parfois même de déborder carrément du cadre d'un procès pour qu'on les ramène à l'ordre. Mais ça montrait au moins que l'individu était là, en face de ces accusations, et l'individu s'est également défendu. Le troisième élément, une des personnes jugées, c'est un président de la République. Bon, même si Dadis l'a été de façon éphémère, même s'il l'a été par un coup d'État, moi je crois que c'est les premiers enseignements qu'il faut tirer par rapport à ce procès pour dire deux choses. Il est possible d'organiser des procès en Afrique. Des juristes sont là, des magistrats sont là. Quand on leur donne la possibilité de faire leur travail, ils sont capables de le faire sans avoir besoin d'appui à l'extérieur. Autre élément, que tout le monde se pose des questions. Les données sont en train de changer. Ça se voit en Guinée, ça s'est vu au Sénégal avec l'ancien président tchadien Hissène Habré, etc. Il faudrait que les gens le comprennent. De plus en plus, échapper à la justice devient quelque chose d'extrêmement difficile. Et quand tu échappes à la justice de ton pays, tu risques de ne pas échapper à la justice ailleurs, puisque avec ce qu'on appelle la compétence universelle, comme Habré a été jugé à Dakar, où il n'a pas commis, à ce que je sache, des crimes, toute personne attrapée dans un certain nombre de pays peut être jugée sur la base de cette compétence universelle. Alors, que dire de la justice guinéenne, quand même, qui a conduit ce procès du début jusqu'à la fin? Elle est à féliciter, puisqu'il y a eu des doutes au départ. C'est vrai qu'il y a eu des couacs. Il y en a eu beaucoup. Parfois, même les gens se sont posé des questions. On a vu des avocats parfois tenir des propos qui ont amené les gens à s'interroger sur où ils ont été formés, etc. Mais ça va avec. Mais je crois que, de façon globale, la justice guinéenne est à féliciter. Même s'il y a eu beaucoup de couacs pendant le procès, y compris des avocats de la défense qui, à un certain moment, avaient boycotté parce qu'on ne les a pas payés, puisqu'ils ont fait ce travail pendant 8 mois, ils n'ont rien reçu, ils ont quitté le tribunal, etc. Il y a eu des anecdotes comme ça.
Mais globalement, on a vu des avocats de la défense qui avaient la possibilité de défendre leurs clients. On a vu des magistrats qui posaient les questions qu'il fallait poser, même si la question pouvait être gênante, même si parfois, avec les accusés, il faut le dire, le dialogue a été ardu. Mais, à mon avis, la justice guinéenne a fait son travail. Et il faut voir également dans quelles conditions le travail a été fait. Ailleurs, quand on parle de ce genre de procès, la première chose qui bloque le procès, c'est les moyens financiers énormes qu'on met devant. Ici, ça n'a vraiment pas été le cas. Alors, on va revoir un peu les condamnations. Je le disais tout à l'heure, l'ancien président, puisqu'il s'agit d'un président, bien sûr, Moussa Dadis Camara, il a été condamné à 20 ans de prison pour crime. Alors, Moussa Dadis Camara, ancien président, je le disais, 20 ans de prison pour lui. Quelqu'un comme Claude Pivy, toujours en cavale, la perpétuité pour lui avec 25 ans de sûreté. D'autres personnes, les plus connues, par exemple, Tchoumba Diakité, 10 ans, 18 ans requis contre Marcel Guilavogui. Quel regard portez-vous sur les différentes condamnations, les différentes périodes attribuées aux uns aux autres? Je ne pourrais pas me prononcer sur les peines en termes de nombre d'années. Je ne maîtrise pas trop les textes de la Guinée en la matière. Ce que je constate, c'est que quand on voit les avocats de la défense, parce que c'est là-bas où il faut voir la pertinence ou pas des condamnations, on n'a pas vu un des avocats contester les peines en considérant que la peine sortait du cadre des textes de loi au niveau de la Guinée. Ce qui veut dire que les magistrats en condamnant sont restés dans les textes de la Guinée. Ils disent qu'ils vont faire appel, ils ne sont pas d'accord en considérant que la responsabilité de leur client n'a pas été suffisamment prouvée. Mais il n'y a pas de remise en cause. On n'a pas entendu un avocat remettre en cause la peine en disant que par rapport au test, à ce qu'on reproche à son client, la peine a été une peine excessive. Il faut rappeler d'ailleurs que la qualification des faits est plutôt grave. Parce qu'on parle de crime contre l'humanité, meurtre, assassinat, torture, séquestration, viol, etc. Bon, il faut reconnaître que les peines auraient pu être même beaucoup plus lourdes que ça, surtout quand on parle de crimes contre l'humanité. Ils disent qu'ils vont faire appel, on va voir ce que cela va pouvoir changer. Maintenant, pourquoi les gens ont été condamnés à des peines différentes, puisque les condamnations ne sont pas les mêmes. Si on commence par le plus simple, le Pivy, il n'est pas là. Il a été condamné par contumace. Il s'est évadé en plus. Bon, d'ailleurs, quand la justice te convoque et tu ne viens pas, le fait de ne pas venir est considéré comme une sorte d'affront par rapport à la justice, qui fait que souvent, par rapport au délit ou au crime, on te donne immédiatement la peine maximale. Donc, il n'y a pas de surprise par rapport à la peine qui a été attribuée à Pivy, puisqu'il n'était pas là, c'est la première chose, et il n'est pas là non pas pour une raison de maladie ou autre, mais parce qu'il s'est plutôt évadé dans des conditions, il ne faut pas qu'on l'oublie, avec un commando, dans des conditions rocambolesques. Donc, à mon avis, il n'y a pas lieu de trop discuter là-dessus. Maintenant, pourquoi 20 ans pour deux personnes, 10 ans et 18 pour d'autres? Pour ceux qui ont suivi le procès, à un certain moment, il y a eu un procès entre les accusés. Oui. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Ce n'était plus seulement un procès avec le juge, il y a eu un procès entre les accusés où les uns se déchargeaient sur les autres en matière de responsabilité. Et ça montrait clairement à un certain moment que les gens n'étaient pas au même niveau de responsabilité. On n'en parle pas suffisamment. Il y a 4 personnes qui ont été acquittées. Oui, justement. Puisque on n'a pas pu trouver de charge véritable contre ces personnes-là. Puisqu'il y avait soit la responsabilité, tu étais donneur d'ordre, c'est toi qui es à l'origine de la chose, tu étais exécutant, on n'a rien pu trouver à reprocher à ces 4 personnes, et ces 4 personnes n'étaient également pas au niveau du théâtre des opérations le jour où les gens étaient au stade. Ces gens ont été acquittés. Ça veut dire que durant le procès, on a essayé de montrer la culpabilité des uns et des autres. Dadis a tout fait pour jouer sur le fait que lui, il n'était pas au stade. Ce qui est vrai, personne n'a prouvé qu'il était au stade. Il a eu beaucoup plus de problèmes pour prouver qu'il n'a pas donné ordre. D'ailleurs, quand le magistrat parlait, il a fait un jeu beaucoup plus intéressant, puisque Dadis n'a jamais reconnu avoir donné l'ordre. Le magistrat l'a pris en sens inverse, en lui disant, même si tu n'as pas pris l'ordre, après que les choses se soient passées,
qui a été sanctionné de ta part, alors que tu étais le premier responsable. Mais là, effectivement, il était coincé dans tous les sens. Parce que même si tu n'as pas donné l'ordre, après une telle catastrophe, 156 morts, pratiquement, au moins 109 femmes qui ont été violées, des gens torturés, blessés, mais le minimum, c'est de situer les responsabilités et d'engager au moins une procédure contre ces gens en attendant de voir est-ce que la justice va pouvoir établir leur culpabilité. Rien de tout cela n'a été fait par Dadis Camara. Donc, malgré tout ce qu'il a fait comme effort pour s'échapper sur les faits, c'est-à-dire ce qui s'est passé au niveau de ça, il a dû assumer. Les autres, en fonction de leur collaboration avec Dadis, étaient soit des hommes de main, soit des gens qui étaient au niveau du stade, puisque certains des témoins les ont identifiés en disant que telle personne était bel et bien au niveau du stade. Il faut reconnaître que les condamnations vont dans le sens de la responsabilité de chacun parmi les accusés. Alors, quelles leçons tirer de ce procès en Guinée? Premièrement, pour le capitaine Moussa Dadis Camara, qui était rentré au pays selon ses propres dires pour laver son honneur, mais qui finalement se voit condamné, entre autres, pour crime contre l'humanité. Dadis avait amené plein de gens à s'interroger. Il a même fait douter les gens à un certain moment. Parce que du Burkina, plusieurs fois, il a dit qu'il veut rentrer en Guinée, il veut qu'on tienne le procès, il veut être présent. On avait l'impression de voir quelqu'un qui est particulièrement sûr de lui, qui ne risque absolument rien au niveau du procès. Les choses sérieuses ont commencé à la veille du procès, quand les gens ont dit que même avant que le procès ne commence, il faut qu'on le mette en prison. Oui. Ah, c'est là où les gens ont commencé à dire, mais attendez, il y a quelque chose dans ces dossiers que les gens ne connaissent pas, mais il y a du béton quelque part, sinon pourquoi le mettre en prison alors qu'on n'a même pas encore commencé avec le procès. Il a essayé de se défendre également, mais la réalité l'a tout simplement rattrapé. Et je crois que tous ceux qui occupent des responsabilités doivent réfléchir par rapport à ce qui arrive à Dadis Camara. On se rappelle quand il venait d'arriver en Guinée, mais c'était le show à tous les niveaux. On a vu quelqu'un qui s'en est pris à des ambassadeurs, aux échos, à tout le monde. Les investisseurs. Mais on voit là où il aboutit aujourd'hui. Mais ça veut dire tout simplement que la sérénité est une chose extrêmement importante. Le respect du droit est une chose également extrêmement importante quand on occupe des responsabilités, quel que soit le niveau de responsabilité, et particulièrement quand c'est la responsabilité suprême. Parce que quand on ne le fait pas, vous voyez là où ça aboutit. Si on ressortait aujourd'hui les vidéos de Dadis très sûr de lui-même, s'en prenant à tout le monde, par rapport à un Dadis aujourd'hui qui va être conduit en prison, mais l'écart est énorme. Mais il y a une leçon à tirer, même quand on est au pouvoir, même quand on est dans la station la plus élevée, il faut garder une certaine humilité et rester dans le cadre de la loi. Moussa Dadis Camara, militaire de son État, qui a dirigé son pays durant la transition de 2008 à 2009 avec d'autres militaires, se voit condamné avec ces derniers aujourd'hui dans un pays qui est au même moment dirigé par d'autres militaires également issus de coups d'État. Quelle leçon à tirer des régimes militaires qui prennent le pouvoir et qui, par exemple, à l'image de celui de Dadis Camara, pourraient être confrontés à de telles situations? En tout cas, Doumbouya doit être le premier à tirer la leçon. On a déjà commencé à compter ceux qui sont morts pendant les manifestations. Et rappelez-vous qu'en Guinée, vous avez des victimes et des parents de victimes qui réclament encore un procès contre l'ancien président Condé à cause des morts pendant les manifestations. Bon, ce procès n'a pas encore eu lieu, mais le président actuel Doumbouya, arrivé au pouvoir par un coup d'État, militaire comme Dadis Camara, doit également se poser des questions sur son avenir le jour où il quittera le pouvoir, parce qu'il ne peut pas rester au pouvoir éternellement, quel que soit Alpha. Il doit pouvoir se poser des questions parce que lui qui a organisé ce procès contre Dadis, ce que d'ailleurs Conté n'a pas fait, demain si les gens intentent un procès contre lui, on s'attend à ce qu'il se présente librement à ce procès. Alors que déjà, vous avez une plainte contre lui en France, non pas par rapport à ses crimes, mais pour la disparition de membres de la société civile guinéenne qui sont dans le Forum pour la défense de la Constitution. Mais
vous avez déjà quelque chose qui est là, qui est en cours. Vous avez des morts pendant son régime avec des contestations et des gens qui demandent à ce qu'on fasse la lumière sur ces morts-là. Mais il faut qu'il tire la leçon. Et la meilleure façon de tirer la leçon, il est arrivé illégalement au pouvoir, parce que c'est cela un coup d'État, mais il n'a qu'à faire l'effort de respecter au moins le reste de la loi. Parce qu'il est arrivé illégalement, on est déjà dans l'illégalité. Prenez la constitution de tous nos pays. Le coup d'État, c'est quoi? C'est écrit clairement sur la constitution. D'ailleurs, quand on fait un coup d'État, la première chose qu'on fait, c'est de mettre une loi d'amnistie pour effacer l'illégalité, entre guillemets, de ce qu'on a fait. Bon, une assemblée peut venir enlever la loi d'amnistie, ça va être autre chose. Donc, il n'a qu'à savoir que c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui, mais demain, il ne sera pas au pouvoir. C'est lui qui a attrait pratiquement Dadis à la barre, parce que c'est lui qui a créé les conditions de son jugement. Un autre demain pourra créer également les conditions de son jugement, mais qui s'apprête dès maintenant à pouvoir être jugé non coupable s'il est attrait devant la justice. Quelle leçon alors pour les autres dirigeants des autres pays, qu'ils soient issus de coup d'État ou non? Mais c'est exactement la même chose. L'accession au pouvoir par un coup d'État est une illégalité. Il n'y a aucun pays où c'est légal. C'est une illégalité. Le Mali a refait sa constitution, les autres sont en train de le refaire. En refaisant sa constitution, le Mali n'a pas enlevé cette disposition. Le Mali a ramené la disposition de l'illégalité de la prise du pouvoir par le coup d'État. Donc, vous avez des gens qui sont arrivés au pouvoir par effraction. C'est indiscutable. Même si par la suite, ils ont profité d'un certain soutien de la part des populations. Ces mêmes personnes doivent tirer la leçon de ce qui s'est passé également avec Dadis Camara. Parce que au Burkina, au Mali particulièrement, vous avez beaucoup de reproches qui sont faits aujourd'hui au pouvoir. Un peu moins au Niger. Mais beaucoup de reproches sont faits pour ce qui concerne des exactions contre des populations civiles. Mais tous ces éléments peuvent faire également l'objet d'un procès. Aussi bien dans le pays lui-même qu'à l'étranger, puisque vous avez des organismes internationaux qui passent leur temps à travailler sur ce genre de crimes, à les documenter, et c'est eux souvent qui intentent des procès à l'intérieur de nos pays en utilisant cette compétence universelle dont je parlais tout à l'heure pour amener les gens à devoir répondre devant une autre juridiction si dans leur propre pays un procès n'est pas organisé. Mais il va falloir qu'eux également ils tirent la leçon, comme je l'ai dit, mais civil, militaire, être président de la République ne signifie pas être en dehors ou au-dessus de la loi. Au contraire, un bon président de la République, qu'il soit civil ou militaire, doit être le meilleur et le premier citoyen du pays, celui qui respecte le plus la loi. Mais d'ailleurs, quand ils faisaient leur prestation de serment, qu'est-ce qu'ils ont dit au moment où ils juraient? Ils jurent de respecter la loi et de faire respecter la loi. Mais qu'ils soient les premiers à respecter la loi. En ce moment, quand vous quittez le pouvoir, mais vous n'hésitez pas à aller répondre devant la loi, parce que vous savez intérieurement que vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Merci beaucoup à vous. Mamadou Diouf, nous arrivons à la fin de ce numéro du décryptage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera dans l'invité.